Salut, salut! Alors, c'est parti, 5 leçons sur la psychanalyse, suivies de contributions à l'histoire du mouvement psychanalytique de Sigmund Freud. Oui, parce qu'on dit Freud en allemand, on dit pas Freud. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Préface. La préface par Frédéric Debout. Voilà. Une leçon de style. Texte le plus populaire de Freud, les 5 leçons sur la psychanalyse représentent une pierre angulaire dans la construction de la théorie psychanalytique dans l'histoire de ce mouvement. Ce texte est le faire-part d'une triple naissance, celle du mouvement psychanalytique. La psychanalyse vient d'une institution scientifique, celle de la méthode clinique, le modèle de la cure type, et celle de l'édifice théorique, modélisation de la vie psychique et genèse des grands concepts. Pour s'initier à la pensée freudienne, il existe 2 portes. Psychopathologie de la vie quotidienne et les 5 leçons de la psychanalyse, sur la psychanalyse. Dans Psychologie de la vie quotidienne, Freud démontrait que tous les petits accidents banals de la vie ordinaire ne sont pas le fruit du hasard. Oublier un nom ou faire un lapsus sont autant de manifestations de l'inconscient que la résistance à guérir ou, comble de l'ironie, celle des scientifiques vis-à-vis des théories psychanalytiques. Ces 2 ouvrages traduisent la révolution qu'a représentée l'invention de la psychanalyse dans le champ des sciences de l'homme. Ils se concentrent sur 3 notions fondamentales. La dimension dynamique de la vie psychique, la question du déterminisme et celle de la résistance. Si l'on devait d'un mot circonscrire le principal intérêt de ces leçons, c'est bien de la résistance qu'il faudrait parler. Présent dès les premières lignes, ce concept traverse en fait l'ensemble du texte. Les 5 leçons sur la psychanalyse sont composées de 5 conférences prononcées en septembre 1909 aux États-Unis, à l'occasion du 20e anniversaire de Clark University, Worcester, devant un public de médecins et de spécialistes connaissant peu les théories freudiennes. Et pour cause, à cette époque, la psychanalyse n'en était encore qu'à ses débuts. L'objectif de Freud n'était pas de donner un cours de psychanalyse, mais de convaincre un auditoire qui, dans le meilleur des cas, ignorait tout de ces théories et, dans le pire, était méfiant et réticent. Il raconte une histoire merveilleuse, en 5 actes, celle de la naissance du mouvement psychanalytique. La démarche est avant tout oratoire et militante. Il s'agit d'exporter la psychanalyse, de semer une graine que Freud espère voir germer. Pour cet amateur de belles lettres, la forme est fondamentale. Le style d'écriture du texte, même rédigé bien après que les conférences ont eu lieu et sur l'insistance de l'éditeur, conserve le ton oratoire d'origine. Les interpellations du public et de Granville Stanley Hall, 1844-1924, le président de l'université qui l'avait invité, les répétitions, l'usage des analogies, les métaphores et le ton familier, comme le souligne Ernest Jones, signent la particularité de ce texte. Afin de conserver une liberté de ton destinée à surprendre et convaincre son public, Freud n'écrit pas au préalable ses interventions. Il les travaille lors de longues promenades en compagnie de Sándor Ferenczi et parfois de C.G. Jung. Comme il ne maîtrise pas la langue anglaise, Freud s'exprime en allemand, sans aucune note, impressionnant son auditoire. Le style et l'argumentation de Freud ne visent pas à persuader, mais à ébranler des préjugés et à solliciter l'effort de pensée. De ce point de vue, il ne s'agit pas d'un discours purement rhétorique, même si Freud utilise certains mécanismes de cet art. Si son objectif est de plaire, il ne se limite pas à l'entreprise de persuasion. L'écriture des 5 leçons sur la psychanalyse traduit cette tension intrinsèque à la psychanalyse entre discours subjectif et objectivité scientifique. Sous certains angles, le style de Freud répond plus aux critères du discours scientifique qu'à ceux du discours rhétorique. D'une part, parce que le discours se veut purement rationnel et détaché des croyances. Il cherche plus à convaincre qu'à persuader. D'autre part, parce qu'il se fonde sur des réalités certaines alors que le discours rhétorique appartient au domaine du vraisemblable, Freud s'appuie sur ses observations cliniques. Enfin, parce que, contrairement au discours rhétorique, il s'adresse à des spécialistes. Freud n'a pas affaire à l'auditoire universel, c'est-à-dire à l'auditoire idéal
dont chaque membre serait disposé à être convaincu de la même manière, objectivement. Dans ce cas, l'argumentation pourrait être aussi rigoureuse qu'une démonstration scientifique, car l'orateur n'aurait pas à tenir compte des spécificités subjectives de son public. Freud doit plaire, et pour cela, il utilise la rhétorique et plus particulièrement les règles de l'élocution. Si la construction des leçons répond aux lois de la démonstration, elles suivent également celles de l'argumentation. Dans l'argumentation, écrit Jean-Jacques Roprieux, l'orateur choisit et articule ses arguments en fonction d'une stratégie, autrement dit de son approche concrète du public. L'argumentation freudienne, présentée ici, est ad hominem, justement parce qu'elle ne s'adresse pas à un auditoire conquis. Elle dissimule, sous l'apparence d'un accord préalable, une mésentente fondamentale. Teintée de manipulation, elle est bien plus une affaire de langue, une affaire littéraire, qu'un simple enchaînement scientifique de concepts. L'exploitation de la polysémie du mot « résistance », tout comme l'usage important des figures de style, métaphores, métonymie, analogie, et des changements de ton, ironique, narratif, déclaratif, donnent au texte une force argumentative redoutable. Son talent oratoire et son style littéraire séduisent. Freud emporte la partie. Freud emporte la partie. Point. L'auditoire reste partagé, mais, désormais, même si les théories freudiennes peuvent être critiquées et incomprises, impossible de les ignorer. Ce voyage aux États-Unis fut l'occasion pour Freud de construire des liens durables, notamment avec James G. Putman, éminent professeur de neurologie à l'université de Harvard, qui publia le premier article en langue anglaise entièrement consacré à la psychanalyse. Putman fit un rapport élogieux des conférences de Worcester et joua un rôle important dans la création de l'Association américaine de psychopathologie, dont Freud fut membre dès 1910, et du Journal of Abnormal Psychology, permettant non sans difficulté et résistance à la psychanalyse de faire ses premiers pas aux États-Unis. La psychanalyse trouva là une reconnaissance officielle et une dimension mondiale, mais, dans le même temps, elle offrait désormais plus d'espace à la critique tant de la part de ses adversaires que de ses partisans. Ainsi, 1909 vit ses premières dissensions entre Freud et ses disciples, jusqu'à la rupture d'abord larvée entre celui-ci et Jung. Puis manifeste en 1913 sur la question du complexe d'Oedipe, et enfin effective l'année suivante par la démission de Jung de l'Association internationale de psychanalyse. La contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique que l'on trouvera ci-après à la suite des 5 leçons de la psychanalyse, rend compte de cette histoire dramatique, ponctuée de conflits, de résistance et de ruptures. Le vivant, c'est le symptôme. Le vivant, c'est ce qui résiste. L'inspiration géniale de Freud fut de relever dans sa clinique des résistances de patients à guérir, démontrant de cette façon la nature profondément conflictuelle et donc dynamique de la vie mentale. Les patients tiennent à leurs symptômes. Ils souhaitent de toute évidence s'en débarrasser que si leur est utile et nécessaire. Dans l'inconscient, les contraires sont identiques, dit la psychanalyste Joyce McDougall. Si la plainte des patients est bien réelle, il n'en reste pas moins qu'elle dissimule un profond agrippement à la maladie et aux symptômes. Un sujet sain est un sujet qui résiste. Freud ne peut plus souscrire aux hypothèses de Pierre Janet, qui a vécu de 1859 à 1947, ou de Bénédicte Augustin Morel, 1809 à 1873. La maladie mentale n'est pas la révélation d'une pathologie sous-jacente, mais la perte d'un équilibre précaire maintenu par la régulation constante des forces actives dans la psyché. La maladie psychique ne surgit pas de l'extérieur, elle ne s'attrape pas, elle est un basculement. Chacun d'entre nous peut être incapable ou mis dans la capacité de résister. La vie psychique normale se définit par la présence d'une force constante et désorganisatrice mise en échec par la capacité de résister, tandis qu'un système antagoniste inhibe le pathologique. Cela peut s'entendre quand la guérison n'est pas perçue comme l'idéal à atteindre, mais aussi comme le danger. Le symptôme ou la maladie ne sont donc pas à faire disparaître parce qu'ils tiennent une place dans la suffisamment bonne santé.
Et la santé ne se définit plus dans le silence des organes, pour paraphraser le riche, mais dans la lutte constante pour la conquête asymptomatique d'un équilibre toujours précaire, menacé en permanence. La bonne santé psychique, la vie est un combat permanent. La vie psychique n'est jamais figée, sauf dans les cas de maladies graves. Elle n'est pas non plus le fruit du simple développement d'une carte génétique. Elle est dynamique, changeante, mouvante, et se modifie en fonction des rapports de force qui la traversent et l'animent. Il n'y a pas de vie sans résistance, et donc sans conflit porté au seuil du visible par le symptôme. Résistance et transfert, naissance de la technique psychanalytique. Les gens ne sont pas malades, non pas parce qu'ils parviennent à se défendre, mais parce qu'ils peuvent résister. Si la résistance est intimement liée à la défense, elle ne se réduit pas à celle-ci. Elle implique un refus du sujet à reconnaître des contenus inconscients. Parce qu'elle se définit en lien avec le transfert, elle n'est pas seulement un obstacle au traitement, elle en devient alors aussi l'un des leviers. Les 5 leçons sur la psychanalyse retracent l'invention de la psychanalyse et s'ouvrent donc naturellement sur la rencontre de Freud avec l'hystérie en 1895. Il y a 30 ans à peine, sort tout juste de l'université et vient de se marier quand il fait la connaissance de Bertha Pappenheim, qu'il appellera Anna O, et qui sera à l'origine de la première étape de cette découverte. Pourtant, Bertha ne diffère en rien des autres patientes hystériques de Freud. Elle nous est décrite des années plus tard comme jeune, intelligente, socialement aisée. Freud et Bertha sont presque du même âge et évoluent tous deux dans un milieu bourgeois. Il est indéniable que la séduction infiltrait ces thérapies qui, rappelons-le, se déroulaient au domicile du patient, souvent même dans sa propre chambre et lors d'entretiens privés. À l'époque, la psychanalyse étant sur les fonds baptismaux, les relations entre les thérapeutes et patients n'étaient évidemment pas aussi codifiées qu'aujourd'hui. Et il n'était pas rare qu'analysés et analysants se côtoient dans les salons de la bourgeoisie viennoise. Avant d'inventer la technique, les premiers psychanalystes ne pouvaient travailler qu'avec ce qu'ils étaient. L'importance de cette rencontre ne réside pas dans le symptôme présenté par la patiente, mais dans la relation qu'elle établit avec son médecin, Joseph Breuer. Lorsque Anna O finit par exprimer son amour à Breuer à travers une grossesse imaginaire, celui-ci interrompit la cure, partit en vacances, et, après celle-ci, selon la légende répandue, mais fausse, sa femme revint enceinte. Effrayé par l'ampleur des sentiments d'affection que lui témoignait sa jeune patiente, il décida de demander l'aide de Freud et la lui présenta. C'est à partir de l'analyse de cette relation, empreinte de séduction et des résistances de la patiente à guérir, mais également celle de Breuer à poursuivre le traitement que Freud posera sa différence technique. Il abandonnera alors la méthode cathartique de Breuer qui jouait sur la modification de l'état de conscience. Ce sont les mouvements psychiques et les inventions verbales de cette dernière qui font évoluer la technique psychanalytique. Et ce sont les modifications du cadre technique du traitement des névroses qui ont permis à Freud d'élaborer la théorie psychanalytique. Freud comprendra que le transfert est une résistance à l'analyse tout en étant le moteur. Il bloque le travail associatif du patient en se substituant à la relation actuelle vécue avec le médecin. Mais s'opposant à une simple remémoration, qui ne servirait que la répétitivité du symptôme en se réduisant à une commémoration intellectualisée, c'est l'actualisation de conflits infantiles qui est active dans le transfert et qui donne à l'analyse toute sa portée transformatrice. C'est cette épreuve du transfert que Breuer n'a pas réussi à surmonter. Et d'ailleurs, les patients pris dans le transfert ont beaucoup de peine à se dégager des effets de la relation à leur médecin pour souscrire à la règle de la libre association pourtant constitutive de la cure. La relation médecin-malade hystérique oscille La relation médecin-malade hystérique oscille donc entre deux pôles de résistance. D'une part, celle de la patiente à guérir. D'autre part, celle du médecin à accepter les mouvements affectifs témoignés par sa patiente. Le transfert est actif du côté du patient comme de celui du thérapeute, et même si Freud ne le dit pas ouvertement, il suggère que l'échec du traitement de l'hystérie est en grande partie
liées au contre-transfert négatif non élaboré des médecins à leur égard. Si le diagnostic d'hystérie touche peu de malades, il touche beaucoup le médecin. La résistance à guérir, le symptôme psychique, s'entend autant du côté des patients que du côté des thérapeutes. On peut même dire que la résistance signe le dynamisme de la relation thérapeutique. Loin d'être rassuré de son efficacité, l'analyste doit se méfier des analyses qui ronronnent, car l'absence de conflictualité démontre elle aussi la résistance à guérir. L'analyse ne se fait pas dans la complaisance, mais dans le conflit. Freud montre dans ses 2 premières leçons que la possibilité transformatrice de l'analyse se situe du côté de l'analyste, impulsé par la résistance, là, est bien plus du côté de l'analysant, du moins dans un premier temps. L'analyse de la résistance et sa levée sont au cœur de la psychothérapie. Le refoulement ne se démontre pas, l'inconscient est invisible. La résistance signe le travail de l'inconscient qui inexorablement à se faire entendre, inexorablement à se faire entendre, tout en œuvrant à la dissimulation de son propre contenu. Le refoulement est un processus supposé par moi, et je l'ai considéré prouvé par l'existence indéniable de la résistance, écrit Freud. Partant d'une évidence clinique, il pose l'existence du refoulement comme un fait et le définit comme un prototype des défenses psychiques pour lesquelles œuvre la résistance. L'existence du refoulement est indémontrable. Freud ne le nie pas, et même s'y accroche, en fondant la doctrine psychanalytique en opposition, ou même en résistance, aux critères de scientificité des disciplines avec lesquelles il entend dialoguer. Dans une pirouette d'orateur, il fait justement de l'absence de démontrabilité de l'existence de l'inconscient la preuve de son existence. Le refoulement n'est pas démontrable. L'inconscient ne se voit pas. Il ne donne que des signes de son existence. C'est la résistance des patients à guérir qui témoigne de l'existence de ces forces invisibles qui animent la psyché. Ou la psyché. Moi j'ai envie de dire psyché, donc je dirais psyché. L'inconscient ne peut avancer que masqué, déformé, déguisé, défiguré, conclut-il alors. C'est ainsi que ces messages parviennent au seuil de la conscience. Ils ne peuvent se faire entendre que dans la clandestinité, parce que inconciliables avec la réalité. Ce monstre, qu'est l'inconscient, n'a pas sa place à côté des exigences de la réalité. Œuvrant dans l'ombre, il ne pointe pas son nez, que dans la répétitivité du symptôme, animant la résistance et le transfert, ou dans les petits accidents banals de la vie quotidienne. Signe du dynamisme de la vie psychique et de l'action des mécanismes de défense, la résistance dans le traitement condamne la psychanalyse à l'invisibilité de ses effets et la rend ainsi difficilement évaluable. Le traitement psychanalytique ne vise pas tant la suppression du symptôme que son réaménagement. De ce fait, il entre avec peine dans les grilles d'évaluation, son résultat n'étant pas quantifiable. En ne posant plus la guérison, entendue comme disparition du symptôme, comme fin de l'analyse, Freud condamnait la psychanalyse à œuvrer dans l'invisibilité du mesurable. La crise rencontrée par la psychanalyse au sein de la politique actuelle d'évaluation des psychothérapies était contenue dans la graine qui l'a fait germer. En ne l'inscrivant pas comme les autres sciences sur une grille d'évaluation, allant de la réussite à l'échec, Freud lui-même ne permettait pas à la psychanalyse d'aujourd'hui d'entrer dans le cadre classique d'évaluation des psychothérapies. Freud, figure de résistance. La psychanalyse provoque donc chez ceux qui en entendent parler la même résistance qu'elle provoque chez les malades. La construction des 5 leçons nous montre ce cheminement. Après avoir traité dans les 2 premières leçons la clinique de la résistance, Freud développe le concept de déterminisme psychique et le pose au centre de son exposé théorique. L'accent porté à cette notion l'amène dans les 2 dernières leçons à parler des résistances à la psychanalyse. Issu du vocabulaire des sciences exactes, mécanique, électricité, biologie, mais aussi commun à la politique et au droit, la notion de résistance est centrale dans l'avènement du mouvement psychanalytique, en grande partie à cause de sa résonance politique. La résistance est aujourd'hui connotée politiquement, et même si Freud, au début du XXe siècle, ne la pensait pas dans ces termes-là, nous ne pouvons plus l'entendre autrement.
Durant un conflit politique, guerre ou occupation, la résistance est l'action de résister à une agression, une contrainte, une oppression physique et ou morale. Métaphoriquement, elle désigne aussi le combat contre un envahisseur, un occupant ou un régime indésirable. Elle représente donc une force d'opposition défensive contre un élément persécutant. Mais résister n'est pas immobiliser. La résistance a une visée libératrice et émancipatrice. Résister, c'est aussi produire un changement quand le compromis n'est plus possible. Tant que la critique peut se faire au grand jour, on est dans un espace conflictuel où certes la défense a sa place, mais sans être dans la nécessité d'avancer masqué. Or, il n'y a pas de résistance que masquée, cachée, invisible, clandestine. Freud adoptait manifestement la posture d'un résistant. Il défendait ses théories, allait au-devant de ses contradicteurs, et ce sont ces rencontres qui ont permis au mouvement psychanalytique non seulement de grandir, mais aussi et surtout de se constituer en tant que mouvement scientifique. La résistance a pour destin de disparaître dans une résolution du conflit qui l'a fait naître. Elle serait ontologiquement liée à la fonction de chercheur. Résister, c'est produire dans la critique une vérité. Résister, c'est le propre de l'effort de penser. En ce sens, la psychanalyse s'inscrit dans le projet civilisateur de nos sociétés. La psychanalyse est née en résistance. Dès 1912, Ernest Jones affirme que le destin de la psychanalyse est de s'opposer à la science officielle, d'une actualité criante. Les 5 leçons nous donnent une leçon de résistance. Résistance des patients à guérir, résistance de Freud pour maintenir ses théories, résistance du public et des scientifiques à admettre des théorisations freudiennes, et même de ses plus proches collaborateurs. Il n'a pas dû seulement défendre ses théories, il a également dû s'agripper à elles. L'accueil réservé à la psychanalyse naissante et à sa méthode n'est pas favorable. En 1909, les 3 essais sur la théorie sexuelle ont été publiés en 1905, et Freud souffre d'une réputation sulfureuse. Son postulat de la centralité de la sexualité infantile dans la dynamique du psychisme humain suscite autour de lui passion, conflit et agressivité. Seule la vérité et donc la science peuvent provoquer une telle résistance. L'une des caractéristiques de la science est son aptitude à rompre avec les idées reçues et les savoirs antérieurs. La violence et l'agressivité que provoque la psychanalyse sont pour Freud le signe de l'œuvre du refoulement. Que veut le psychanalyste en effet ? Ramener à la surface de la conscience tout ce qui a été refoulé. La psychanalyse provoque donc chez ceux qui en entendent parler la même résistance qu'elle provoque chez les malades. C'est de là que vient sans doute l'opposition si vive, si instinctive que notre discipline a le don d'exciter. Cette résistance prend du reste le masque de l'opposition intellectuelle et enfante des arguments analogues à ceux que nous écartons chez nos malades au moyen de la règle psychanalytique fondamentale. Les arguments des opposants à la psychanalyse n'ont pas changé. Manque de possibilités d'évaluation, invisibilité des effets. Pour reprendre la définition qu'il donnait en filigrane de la résistance, s'il y a résistance, c'est qu'il y a conflit et refoulement. Il y a donc trace de vérité psychique, si cela existe. Loin de se replier de manière défensive face à ses détracteurs, Freud est allé à leur rencontre en établissant de manière presque paradoxale, comme critère de scientificité, la résistance témoignée à l'égard de ses théories. Aurait-il abandonné sa neurotica sans cette capacité à entendre les résistances qui pouvaient être formulées à l'égard de ses théories tant par ses patients que par la communauté scientifique ? On peut en douter. La psychanalyse est aujourd'hui encore l'objet de vives attaques et critiques qui proviennent à vrai dire, des mêmes opposants, utilisant les mêmes arguments. Vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'en Europe, nous l'avons entendu juger par une quantité de personnes qui ne savent rien de la psychanalyse, qui ne l'emploient pas et qui poussent l'ironie jusqu'à exiger que nous leur prouvions l'exactitude de nos résultats. Il y a certainement parmi ces contradicteurs des gens qui ont l'habitude de la pensée scientifique, qui, par exemple, ne repousseraient pas les conclusions d'une recherche au microscope parce qu'on ne pourrait pas les confirmer en examinant la préparation anatomique à l'œil nu, et qui, en tout cas, ne se prononceraient pas avant d'avoir considéré eux-mêmes la chose au moyen du microscope. Les progrès des neurosciences et le succès des modèles organicistes et comportementalistes sont indéniables, essentiellement parce que leurs méthodologies sont évaluables et leurs effets mesurables.
sans doute offre-t-il aux psychanalystes du XXIe siècle l'occasion de revisiter la démarche freudienne des débuts de la psychanalyse à partir du même objet, l'être humain. Il s'agit maintenant pour eux d'entrer en dialogue avec leurs contradicteurs. Voilà, c'est la fin de notre jolie introduction à ce fantastique petit livre des 5 leçons sur la psychanalyse. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente soirée. Ma petite lionne, je pense fort à toi. À bientôt pour la première leçon sur la psychanalyse.